1467. C'est le nombre de salles qui ont disparu du réseau CrossFit en 12 mois. En mars 2024, la carte officielle affichait 11 366 salles affiliées dans le monde. Un an plus tard, exactement 9 899. Et ce n'est pas un accident de parcours. Au sommet, ce réseau comptait plus de 15 000 salles, il en reste environ 10 000. Un tiers de l'empire CrossFit évaporé. Sa grande compétition annuelle, l'Open, celle qui sert de baromètre au sport tout entier, elle est passée de 340 000 inscrits à 230 000 en une seule année. Le pire chiffre depuis 2014. Et pendant que le réseau fondait, la marque, elle, a été mise en vente 2 fois. Alors comment le phénomène fitness le plus puissant des 20 dernières années, celui qui a transformé des hangars en cathédrales, qui a créé une communauté mondiale et un sport télévisé, a-t-il pu perdre un tiers de ses salles en 2 ans? Qui a fait fuir les propriétaires et qui aujourd'hui ramasse la mise du CrossFit? Parce que vous allez voir que ces salles ne se sont pas simplement évaporées. Accrochez-vous, on plonge dans le business effondré du CrossFit. Bon, petite pause. Vous savez que derrière chaque enquête, il y a des heures passées dans les sources. Et les meilleures, très souvent, elles sont en anglais. Alors forcément, au lieu de laisser une IA lire à ma place, je me suis dit, autant profiter de tout ce temps de lecture pour vraiment progresser en anglais. Et pour ça, j'ai trouvé la bonne méthode. C'est le partenaire de cette vidéo, Anglify. Anglify, c'est littéralement la formation qui va vous faire aimer l'anglais. Et surtout, c'est tout l'inverse de ces grosses applis avec des exogénériques où vous passez 3 heures à répéter The cat is on the table sans jamais oser parler pour de vrai. Là, c'est un vrai humain, un coach rien que pour vous, diplômé CELTA, qui construit votre programme sur mesure. Et le mieux, c'est zéro jugement, zéro pression. On casse les blocages, on reprend confiance à l'oral. Genre les devoirs, c'est pas des pages de grammaire, hein, c'est plutôt raconte-moi ta journée dans un vocal. Bref, l'inverse total des méthodes scolaires qui nous ont tous dégoûtés au collège. Et c'est ça qui fait toute la différence avec Anglify. On apprend avec ce qui vous passionne. Et ça marche pas qu'avec les curieux comme moi, hein. C'est parfait pour le boulot aussi. Parce qu'on sait tous que se retrouver muet dans une réunion en anglais, c'est un peu l'angoisse. For sure. Donc franchement, je vous recommande Anglify sans hésiter. Les formations sont 100% personnalisées, certifiantes et éligibles au CPF. Prenez le lien en description, c'est 30 minutes offertes avec un conseiller sans engagement. Il fait le bilan de votre niveau, repère vos blocages et vous prépare un programme sur mesure. Ça peut vraiment être le déclic que vous attendez depuis des années. Allez, on retourne à notre enquête. Pour comprendre la chute, il faut mesurer l'ampleur du boom et il a été spectaculaire. Tout part d'un ancien gymnaste californien, Greg Glassman, qui codifie au début des années 2000 une méthode simple. Des mouvements fonctionnels exécutés à haute intensité en variant constamment. Pas de machine, pas de miroir, des barres, des anneaux, des cordes et un chrono. En 2005, la méthode compte 13 salles. 13. 11 ans plus tard, elles sont plus de 13 000. Et au sommet, le réseau dépasse les 15 000 salles réparties dans plus de 150 pays. Une croissance pareille, c'est du jamais vu dans le sport. Glassman lui-même s'en vantera plus tard, en une phrase. Il avait créé, selon ses mots, la chaîne à la croissance la plus rapide de l'histoire du monde. Effectivement, il est plutôt fier. Et c'est là que le business devient intéressant, parce que cette explosion, elle ne repose pas du tout sur le modèle d'une chaîne de salles de sport classique. Le CrossFit, ce n'est pas une franchise au sens habituel du terme. Chaque salle, chaque box dans le jargon, est une entreprise totalement indépendante avec son propriétaire, ses tarifs, sa déco, ses règles. Elle verse simplement à la maison mère une licence annuelle pour avoir le droit d'utiliser le nom, la marque. Pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires, pas de royalties, pas de cahier des charges trop tatillon. Et ce point est capital. Gardez-le en tête pour la suite, c'est un forfait fixe. Là où une franchise classique prélève 10 à 15% du chiffre d'affaires de chaque établissement, la marque CrossFit ne touche, elle, aucun pourcentage. L'affiliation représente en moyenne à peine 1,8% du chiffre d'affaires d'une salle selon ses propres estimations. Une box qui explose ses revenus ne reverse pas un centime de plus qu'une box qui végète. Ce détail qui fait toute la force du modèle au moment du boom va devenir sa plus grande faiblesse au moment de sa chute. Et le prix de ce ticket d'entrée varie selon les pays, environ 3 000 $ par an. Une somme dérisoire pour ouvrir une salle sous l'une des marques les plus puissantes du fitness mondial. En échange, la box ne reçoit pas que le droit d'afficher le logo, elle a accès à la programmation quotidienne maison, le fameux CAP, les séances du jour prêtes à l'emploi avec les notes pour les coachs, à un internet de playbook et de ressources business, à l'accompagnement d'un référent régional et à des réductions sur le matériel et les logiciels via le réseau de partenaires de la marque. Et historiquement, le ticket incluait même une place de formation pour certifier un coach au niveau 1, le sésame obligatoire pour avoir le droit d'encadrer les cours. Vous comprenez tout de suite pourquoi ça a explosé. N'importe quel passionné avec un hangar, du matériel, 3 000 $, un peu de motivation, pouvait planter le drapeau dans sa ville. Et il y a encore plus fort. Le meilleur atout marketing de la marque ne lui coûtait rien du tout.
ses propres clients. Le CrossFit a créé une culture entière, un vocabulaire que personne d'autre ne comprend, des rituels, des tableaux de score, des t-shirts, une fierté d'appartenance quasi religieuse. Des gens qui spontanément parlaient de leur sport à tout le monde. Une armée de bénévoles dans le monde entier. Aucune chaîne de fitness classique n'a jamais eu ça. Autour de cette machine, tout s'aligne. Reebok signe un partenariat de 10 ans et sponsorise les CrossFit Games, la grande compétition qui finit diffusée à la télévision comme un vrai sport spectacle. La marque devient culte. En 2015, le magazine Forbes estime que l'écosystème CrossFit génère jusqu'à 4 milliards de dollars de revenus annuels. Et la France, dans tout ça, elle est en plein dedans. Le pays compte environ 700 box affiliés, de quoi placer le CrossFit au coude à coude avec le géant Basic Fit et ses quelques 720 clubs. Et le cabinet Xerfi va même plus loin. Il présente la marque CrossFit comme le leader des réseaux de salles de sport en France par le nombre d'établissements. Ça commence à prendre de l'ampleur quand même. Sauf que derrière cette réussite éclatante, il y a un détail que personne ne regarde. Un détail qui va, à terme, tout faire basculer. Dans cette histoire, la marque CrossFit ne gagne pas tant d'argent que ça. Commençons par le sommet de la pyramide, la maison mère. On imagine forcément une machine à cash, une marque mondiale, 15 000 salles, un sport télévisé, des millions de pratiquants. Et pourtant, en 2022, le patron de l'entreprise reconnaît noir sur blanc que CrossFit atteignait tout juste son point d'équilibre. Autrement dit, la marque la plus puissante du fitness mondial ne gagnait à ce moment-là pratiquement rien. Et c'est le paradoxe de toute cette histoire. Le modèle qui a permis la croissance la plus rapide du sport, une licence à quelques milliers d'euros, sans commission sur les ventes, est aussi celle qui empêche la maison mère de capter la valeur qu'elle crée. Elle possède la marque, la culture, le vocabulaire, le sport lui-même, mais elle ne touche qu'un forfait annuel, quel que soit le succès de la salle. Une box qui cartonne avec 300 membres paie exactement la même chose qu'une box qui survit avec 60. Imaginez McDo touchant le même forfait annuel, quel que soit le nombre de burgers vendus dans le restaurant. Voilà, en gros, ce qu'était le modèle CrossFit. Descendons maintenant d'un étage chez les propriétaires de salles. Et là non plus, c'est pas forcément un Eldorado. Une box, économiquement, c'est une petite structure fragile. Il faut un grand local, souvent un entrepôt ou un local d'activité, du matériel lourd et surtout des coachs, beaucoup de coachs. Parce que contrairement à une salle de fitness classique où les gens s'entraînent seuls sur les machines, ici, chaque séance est encadrée en petits groupes et à heure fixe. C'est tout l'attrait du concept, c'est aussi son coût. Résultat, le nombre de membres est structurellement limité. La maison mère elle-même, en communiquant sur ses tarifs, prend pour référence une salle de taille moyenne avec 125 adhérents. 125 membres comparé avec un Basic Fit qui empile plusieurs milliers d'abonnés dans un seul club où l'on s'entraîne le plus souvent seul avec des abonnements à 20, 30 euros. Le CrossFit, lui, doit facturer cher, souvent 80, 100, parfois 150 euros par mois pour tenir avec une poignée d'adhérents. Le modèle marche tant que la communauté est ultra fidèle et ça devient fragile quand il n'y a plus cette fidélité. Et c'est exactement ce qui va se produire deux fois. La première va toucher l'image, la seconde va toucher le portefeuille. Juin 2020, le monde est en pleine vague de protestations après la mort de George Floyd aux États-Unis. Un message est publié expliquant que le racisme est un problème de santé publique. Greg Glassman, fondateur et patron de la méthode CrossFit, répond par un jeu de mots It's Floyd 19. Un rapprochement entre la mort de George Floyd et le Covid, parce que vous aviez compris le rapprochement. La réaction est immédiate et brutale. Dès le lendemain, Reebok, partenaire depuis 10 ans, annonce la fin de la collaboration alors même que les deux entreprises négocient un nouveau contrat. L'équipementier Rock Fitness suit. Les athlètes stars annoncent qu'ils boycotteront les Games. Mais le plus grave se joue ailleurs, dans les salles. Parce que dans ce modèle, souvenez-vous, chaque box est indépendante. Les propriétaires n'ont aucun contrat qui les enchaîne. Ils peuvent partir. Et devinez ce qui se passe? Ils partent. Environ 1200 salles sur les 15 000 du réseau menacent immédiatement de couper les ponts. Selon un décompte tenu à l'époque par la communauté elle-même, plus de 500 salles rompent effectivement leur affiliation en quelques jours. Glassman démissionne, puis vend la totalité de l'entreprise à Eric Rosa, un entrepreneur de la tech qui possédait lui-même une box dans le Colorado. Alors, voici la première leçon de cette histoire, et elle est cruelle. Quand votre business repose sur des indépendants qui peuvent partir du jour au lendemain, votre actif principal n'est pas votre marque, c'est leur loyauté. Et la loyauté, on l'a vu, ça se perd super vite. Ici, pour une très mauvaise blague. Le sport, lui, survit. La communauté encaisse, la page se tourne, sauf que 4 ans plus tard, la maison mère va commettre une nouvelle erreur. Novembre 2023, un email arrive dans la boîte de tous les propriétaires de salles. Le montant de la licence annuelle augmente. Il passe de 3 000 à 4 500 $, plus 50%. 1 500 $ de plus, la première hausse en plus de 11 ans. Le tarif, on en a déjà parlé, il varie selon les pays. La marque CrossFit applique une grille de 2 500 à 4 500 $ selon la zone. En France, le tarif se situe en haut de cette grille. Une box à Lyon ou à Bordeaux paie donc les 4 500 $ pleins, soit environ 4 150 € par an au change actuel. À quoi s'ajoute à l'ouverture un droit de dossier unique d'environ
$1000. Résultat, chaque propriétaire de l'Hexagone a reçu le même mail avec la même addition à plus 50%. Et pour certains, c'est bien pire. Les pionniers, ceux qui avaient ouvert au tout début, bénéficiaient d'un tarif historique gelé, parfois $500 par an, avec la promesse qu'il ne bougerait jamais. Promesse rompue, il passe à $1000 la première année, puis 4500 la suivante. En 2 ans, le tarif est multiplié par 9. Cerise sur le gâteau, la maison mère impose en parallèle une nouvelle certification obligatoire pour utiliser la marque CrossFit, le niveau 2, à tous les propriétaires, dont la moitié ne l'avait pas, juste pour préciser. Une dépense et un temps de formation supplémentaire imposés d'en haut. En échange, la maison mère promet 3 choses: plus de croissance, plus de qualité et plus d'outils. Investissement en marketing, en technologie, en accompagnement. Alors le problème, c'est que côté salle, il y a un petit décalage. Beaucoup ne voyaient déjà plus très bien ce que la licence leur apportait. À l'époque de la splendeur du CrossFit, la marque produisait un flot de contenu, de vidéos, de films de compétition qui faisait venir les clients tout seuls. Et cette machine à contenu, elle s'est doucement éteinte. Payer 50% plus cher pour un service qu'on estimait déjà se rendre soi-même, c'était l'argument de trop. Alors, selon la marque, sur 125 membres, la marque calcule que ça représente $1 de plus par adhérent et par mois. Présenté comme ça, oui, ça semble pas grand-chose. Sauf que pour ceux qui possèdent déjà plusieurs salles, la facture elle devient délirante. Un groupe norvégien qui exploitait 16 salles de CrossFit a fait ses comptes. Au total, près de $50 000 de licence par an. L'addition, elle est pas difficile à faire. Sa décision, désaffilier 10 de ces 16 salles. Et elles n'ont pas fermé. Elle est là la nuance. Elles ont simplement arrêté de s'appeler CrossFit. Et alors là, en pleine tempête, un drame survient. Pendant les CrossFit Games 2024, l'athlète Lazar Dukic meurt lors d'une épreuve de natation en eau libre. Le choc traverse toute la communauté et déclenche une refonte complète de la sécurité en compétition. Suspension de la nage en eau libre, création d'un conseil de sécurité indépendant, présence systématique de secours. La combinaison des deux, la hausse des tarifs et la crise de confiance provoquent l'hémorragie. Sur la seule année 2024, on dénombre 1461 désaffiliations, beaucoup déclenchées par les suites du drame. Le réseau tombe de plus de 14 000 à environ 11 500 salles, puis elle descend sous la barre des 10 000. Et le baromètre du sport s'effondre avec. L'Open passe de 340 000 inscrits à 230 000. Un tiers perdu en un an. Résultat pour l'entreprise elle-même, la marque est remise en vente en 2025, la deuxième tentative en 5 ans. Le fonds qu'il avait racheté en 2020 cherche à s'en défaire après seulement 5 années. Après des mois de spéculation et de repreneurs potentiels, la vente est finalement abandonnée et un nouveau dirigeant est nommé. Une marque qui a bâti un sport mondial que plus personne ne veut acheter. On peut difficilement faire plus parlant, mais il y en a un qui ramasse la mise, et vous le connaissez très bien. Parce que pendant que le réseau se vidait, quelqu'un d'autre a raflé le terrain. Et son nom aujourd'hui est partout, vous le connaissez très bien, l'Aerox. Le principe, une course en salle, standardisée dans le monde entier, 8 km entrecoupés de 8 ateliers de fitness. C'est tout simple. Le même format à Amsterdam, à Paris ou à Sao Paulo. Donc des performances comparables partout dans le monde. La trajectoire, elle donne le vertige. À sa première saison en 2018, Aerox pesait quelques centaines de participants. Saison 2024-2025, plus de 650 000 participants sur 74 événements. Et pour 2026, la marque vise plus de 1,3 million de participants sur plus de 100 événements. Ah, ça fait beaucoup. Et en France, c'est un raz-de-marée. Pour l'édition parisienne du Grand Palais en avril 2026, 90 000 personnes sur liste d'attente pour 20 000 places. La discipline compte 1300 salles partenaires dans le pays et a généré entre 15 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en France sur la seule année 2025. Et de toute façon, vous en entendez parler partout autour de vous. Mais le plus intéressant, c'est le modèle économique. Là où CrossFit demandait $4500 par an à chaque salle pour le droit d'utiliser son nom, Aerox ne demande aux salles partenaires qu'une redevance d'environ 1500 € par an. Et surtout, Aerox ne gagne pas son argent sur les salles. Il le gagne sur l'événement qu'il contrôle intégralement. Inscription, billetterie, sponsors, produits dérivés, etc. Est-ce que vous voyez le renversement complet? L'un pressait ses affiliés pour survivre, l'autre les laisse tranquilles et se rémunère ailleurs. Devinez lequel des deux les propriétaires de salles ont choisi. CrossFit a bâti un empire sur une chose, une seule. Une communauté d'entrepreneurs indépendants, passionnés, qui payaient volontairement pour porter son nom. Pas de contrat trop tatillon, pas de dépendance, juste de l'adhésion. Un sport, une marque, une méthode incroyable. Or, une adhésion, ça ne se commande pas, ça s'entretient. Et la maison mère a fait quelques erreurs sur son passage. Ces 4000 salles disparues du réseau, elles n'ont pas toutes mis la clé sous la porte. Une grande partie d'entre elles existent toujours. Elles ont juste arrêté de payer la licence, décroché le logo de la façade, changé de nom et continué exactement le même entraînement sous une autre enseigne. C'est ça la différence fondamentale avec d'autres faillites. On l'a vu avec le groupe norvégien. 10 salles désaffiliées, 0 salles fermées. Autrement dit, ce ne sont pas les box qui se sont effondrés. C'est la marque qui s'est vidée de ses box. Les propriétaires ont fait un calcul très simple. À quoi bon payer $4500 par an pour un nom qui n'attire plus autant de clients, qui traîne des controverses et dont le sponsor historique est parti? Ils ont gardé les principes du sport et ils ont laissé tomber l'étiquette. Et c'est là que la fragilité du modèle apparaît en pleine lumière. Une franchise classique attache ses franchisés. Contrat de
plusieurs années, clause de non-concurrence, enseigne, mobilier, produits imposés. Un McDo, ça ne peut pas décrocher son panneau un lundi matin et rouvrir en burger du coin. Une box CrossFit, si. Il lui suffit de ne pas renouveler, de repeindre un mur et de garder ses adhérents qui, pour l'écrasante majorité, viennent pour le coach et pour les gens, pas pour le logo. La marque n'avait au fond aucun moyen de retenir qui que ce soit. Alors, le CrossFit est-il mort? Non. Et il faut le dire honnêtement parce que c'est ce que racontent les derniers chiffres. En 2026, après les dégringolades que je vous ai dépeints, le réseau s'est stabilisé. La participation à l'Open est repartie à la hausse, autour de 254 000 inscrits, en progression de 8%, et la pratique continue de regagner du terrain en Europe. Ce n'était pas la fin d'un sport, c'était la correction brutale d'un modèle économique. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier, et je vais vous dire une chose. Écrivez en commentaire si elle vous a plu, c'est ce qui me donne envie de continuer sur d'autres sujets. Abonnez-vous si ça vous a plu, et à très vite. Merci encore à Anglify d'avoir été le partenaire de cette vidéo. N'oubliez pas, 30 minutes offertes avec un conseiller sans engagement. Foncez.